Richard Branson est l'un des entrepreneurs les plus célèbres au monde. Il semble vivre ses rêves, le bonheur, une famille aimante, la réussite. Il possède une île des Caraïbes et plus d'argent qu'on ne pourrait imaginer. Aujourd'hui, il focalise de plus en plus son attention sur la philanthropie. Richard Branson est mon invité dans The Global Conversation et nous allons discuter de tout cela avec lui. La philanthropie semble être de plus en plus la responsabilité des plus fortunés. Est-ce que c'est une chose que vous constatez? Ça devrait être le cas. Quand on réussit dans la vie, on peut gagner beaucoup d'argent. Et quand on est très riche, on a aussi une très grande responsabilité. C'est une responsabilité d'utiliser ses compétences entrepreneuriales pour résoudre les problèmes de la planète et aussi d'utiliser sa puissance financière pour résoudre certains des problèmes du monde. Est-ce une nouvelle tendance ou une tendance qui se manifeste davantage aujourd'hui? Je pense que c'est une tendance positive. Vous savez, le capitalisme semble être le seul système qui marche. Le capitalisme est merveilleux quand des jeunes arrivent avec une idée qui peut changer la vie d'autres gens. Ils creusent leur idée et si elle marche, elle se développe et ils gagnent de l'argent. Mais la faute du capitalisme est de créer parfois une richesse qui n'est pas nécessaire. Donc, au lieu d'étouffer le capitalisme avec des taxes draconiennes, les entrepreneurs devraient utiliser cet argent pour le rendre d'une manière ou d'une autre à la société. Nous avons reçu un message pour vous sur Facebook de l'un de nos téléspectateurs, Thomas Wigan. Voici ce qu'il dit. Que pensez-vous de la critique selon laquelle il est injuste que les 85 personnes les plus fortunées au monde, et je pense que vous n'êtes pas loin de cette extrémité, aient autant de richesses que les 3,5 milliards les plus pauvres? Je viens juste de déjeuner avec Bill Gates, qui est peut-être l'un des hommes les plus riches au monde, et 60 autres dirigeants d'entreprises tout aussi brillants. Ils ont tous accepté de donner la majorité de leur argent de leur vivant ou à leur mort, et pas seulement aux générations futures. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Ce sont des entrepreneurs et donc ils considèrent qu'ils peuvent utiliser leurs compétences entrepreneuriales et leur argent pour affronter les problèmes du monde. Vous avez aussi promis de donner la moitié de votre fortune, n'est-ce pas? C'est l'un de vos engagements. Oui, au moins la moitié. Je pense que les entrepreneurs peuvent voir les problèmes d'une manière légèrement différente. Le mois dernier, l'Ouganda a adopté une loi totalement contraire aux droits de l'homme, qui stipule que les homosexuels seront emprisonnés à vie. Et si vous ne dénoncez pas un homosexuel, vous encourez aussi la prison à vie. C'est une loi incroyablement dangereuse et homophobe. Nous avons donc rassemblé un groupe d'hommes d'affaires qui soient en mesure de parler au président. Et le président a changé d'avis, il a mis son veto à cette loi. Je pense que les hommes d'affaires ont assez de poids dans le monde et si nous utilisons notre influence de manière positive, nous pouvons changer le monde en l'améliorant. Vous êtes impliqué dans différentes causes. Vous avez évoqué les droits des homosexuels. Il y a aussi l'égalité des sexes, le changement climatique, la résolution des conflits. Vous ne semblez pas être pour autant débordé. Vous donnez l'impression de pouvoir trouver une solution à tout. Vous dites qu'il faut prendre les problèmes les uns après les autres. Avant cette interview, j'étais au téléphone avec une organisation qui s'appelle The Elders, que nous avons lancée et qui est présidée par Kofi Annan. En Ukraine, 3 personnes ont été tuées dans la rue. Nous devons voir si une organisation comme The Elders peut aller en Ukraine et contribuer à résoudre un conflit avant qu'il ne devienne une autre Syrie où des dizaines de milliers de gens sont tués.
C'est souvent au tout début des conflits que ça se joue. Si on est rapide, qu'on arrive à réunir les leaders du pays et de l'opposition pour leur dire « S'il vous plaît, trouvez un compromis pour le bien du pays. Ne laissez pas le conflit s'envenimer et se transformer en une situation similaire à celle de la Syrie. Vous pouvez résoudre ce conflit. » The Elders ont fait ça au Kenya quand le pays était en train de s'effondrer il y a quelques années. Et ils sont parvenus à une solution. Je pense que quand on peut faire la différence, on doit essayer de faire la différence. Les jeunes trouvent la vie très dure en ce moment. Il y a un chômage de masse. Pour les jeunes entrepreneurs, c'est très difficile d'affronter les défis auxquels ils sont confrontés. Nous avons reçu un tweet d'un jeune homme qui s'appelle Edmund Graham. Il dit « Comment peut-on prospérer dans un monde où les opportunités sont limitées ?» Quels conseils donneriez-vous à ces jeunes qui essaient de réussir? Vous les aidez, vous? Devenir entrepreneur, ce n'est pas facile. Il y en a beaucoup qui échouent en chemin. Les bons entrepreneurs sont ceux qui se reprennent et qui essayent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Ce dont un entrepreneur a besoin avant tout, c'est d'avoir une idée qui peut faire la différence dans la vie des gens. Si on a une idée qui peut changer la vie des gens, alors on a une chance de construire une entreprise. Ensuite, il faut s'entourer de collaborateurs qui croient en ce que vous faites. À vous ensuite de dire « on y va, on le fait, on essaye ». Ça semble plus facile à dire qu'à faire et je sais à quel point c'est difficile. J'ai commencé à travailler à l'âge de 15 ans. Je distribuais des brochures à la sortie des concerts pour essayer de vendre des disques par correspondance. Et quand les gens m'envoyaient de l'argent, j'allais acheter le disque et je leur envoyais. C'est extrêmement difficile de lancer une entreprise, mais c'est extrêmement gratifiant quand on réussit. Tout le monde ne réussit pas comme entrepreneur, mais ça vaut au moins la peine d'essayer. Est-ce que je me trompe si je dis que l'un de vos mantras est de prendre du plaisir? Vous êtes réputé pour vos frasques. Vous savez, la vie est courte, donc elle doit être faite pour prendre du plaisir. Si le directeur d'une entreprise peut prendre du plaisir dans une soirée où on me coupe les cheveux, où je suis le premier à être jeté dans la piscine, je ne me contente pas d'être debout dans un coin de la pièce à siroter un verre, eh bien tout le monde va rigoler et s'amuser. Si vous êtes le directeur de l'entreprise, vous devez être le premier à danser sur la table, à encourager les autres à faire pareil. Vous pouvez être sûr que la soirée sera une franche rigolade. Donc amusez-vous beaucoup, travaillez beaucoup et suivez certains principes de vie. Aimez les gens et assurez-vous de changer les choses de manière positive tant que vous faites partie de ce monde. Vous aimez faire rire les gens. Si vous pouviez citer une phrase que votre préférée, je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, laquelle ce serait? British Airways a toujours été un concurrent important de Virgin. Il sponsorisait la Grande Roue de Londres, qui est de l'autre côté de la Chambre des communes. La Grande Roue était étendue au sol et elle devait être érigée devant toute la presse mondiale. On m'a appelé à 6 heures du matin pour m'informer qu'il n'arrivait pas à la lever. On avait alors une société de dirigeables qui était située à une demi-heure de Londres. J'ai appelé l'entreprise et j'ai fait décoller en urgence un appareil qui a volé juste au-dessus de la Grande Roue. Sur un côté du dirigeable, il y avait marqué « British Airways n'arrive pas à lever la Grande Roue ». On aime bien s'amuser aux dépens de nos concurrents. On avait fait ce jour-là la une de la plupart des journaux et de la plupart des télévisions. Vous êtes impliqué également dans des projets très passionnants. Je pense en particulier à Virgin Galactic. Va-t-on vraiment assister à un vol spatial commercial cette année? Nous allons certainement assister à un vol spatial commercial cette année. Ce sera au milieu de l'année. Je vais y aller avec mes enfants. Ce sera passionnant. Nous avons construit un vaisseau mère, un vaisseau spatial. Nous avons construit une base spatiale au Nouveau-Mexique. Nous avons commencé à fabriquer des satellites pour le vaisseau spatial. Ça va permettre, je pense, à des centaines de milliers de gens de devenir astronautes.
Ça va permettre de faire baisser de manière très importante le prix du téléphone et d'Internet. Nous serons en mesure d'atteindre les 2 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au web. Nous serons capables, tant que je suis en vie, je l'espère, de vous emmener de Londres à l'Australie en une petite heure. C'est-à-dire ? Eh bien, cet aspect particulier du projet, ce sera dans les 10 ou 15 années à venir. Mais si on peut mettre un vaisseau spatial en orbite puis le faire redescendre sur Sydney, on voyagera à une vitesse de 28 000 km/h. Donc évidemment, la durée du voyage sera de... Oui, un engin en orbite peut aller jusqu'à 28 000 km/h, donc c'est essentiellement le temps du décollage et de l'atterrissage. Quand vous regarderez par l'hublot, vous verrez la Terre et ce sera le voyage de votre vie. Donc je pense que ce sera un jour un service très populaire. C'est de l'ordre du fantasme, du rêve. J'ai entendu aussi que vous vouliez construire un hôtel spatial. Oui, si on veut envoyer des gens dans l'espace, il y en aura certains qui voudront rester une semaine ou deux. Il y a un homme merveilleux qui s'appelle Robert Bigelow qui a déjà tout prévu pour qu'il y ait des hôtels dans l'espace et nous aimerions que le premier hôtel spatial soit un hôtel Virgin. Quand est-ce que ce sera ? Je dirais dans 5 ans. Et combien coûtera une chambre pour une nuit ? Il faut encore qu'on étudie ce point. Évidemment, ce sera cher comme souvent avec ce type de voyage, mais les personnes qui pourront se l'offrir contribueront à faire baisser les prix et permettront à ceux qui n'en ont pas les moyens d'en profiter à leur tour. Et un jour, des centaines de milliers de personnes seront capables de payer ce voyage, et pas seulement une minorité de riches. Peut-on dire que vous êtes désormais lié inextricablement à la marque Virgin ? Vous êtes même devenu une marque à vous tout seul. N'avez-vous pas peur qu'un jour... Vous alliez dire que je meurs ? Allez, dites-le, dites-le. À votre mort, la marque Virgin mourra-t-elle avec vous ? Je ne pense pas. Apple n'est pas mort après la mort de Steve Jobs. Et je pense que Virgin aujourd'hui est très bien implantée mondialement comme marque, donc je pense qu'elle va perdurer. Il y a des gens merveilleux qui travaillent chez Virgin. J'ai 2 enfants délicieux qui sont très compétents et je pense qu'aucun d'eux ne voudra voir gaspiller tous les efforts que nous avons fournis pour Virgin. Nous voulons être fiers de Virgin, mais au-delà de ça, nous voulons que Virgin soit l'une des entreprises les plus philanthropes au monde, une entreprise qui fasse vraiment la différence dans le monde et que chacun qui travaille pour Virgin en soit fier. Vous venez d'évoquer vos enfants. Quand vous aviez effectué vos voyages autour du monde en montgolfière, vous aviez écrit des lettres d'adieu à vos enfants, car vous saviez que c'était très risqué. Et je dirais que c'est comme pour tous les aventuriers. Votre goût de l'aventure n'est-il pas plus fort que votre amour pour vos enfants, votre amour pour la vie ? C'est une très bonne question. Un père ou une mère responsable devrait peut-être mieux être assis devant sa télévision et ne pas s'embarquer dans de telles aventures. Ceci étant dit, mes enfants ont grandi. Mais ils étaient jeunes à ce moment-là. Oui, mais ils ont grandi. Ils ont gravi le Mont Blanc avec moi. On a essayé de battre ensemble le record de la traversée de l'Atlantique à la voile. On a fait du kitesurf sur la Manche. On va aller dans l'espace ensemble. Ce goût pour l'aventure est ancré dans notre famille. Et si nous perdons l'un d'entre nous dans cette aventure, c'est parce que nous aurons choisi de nous surpasser. Nous l'assumons. Il vaut mieux ça plutôt que de mourir dans un accident de la route ou autre chose. Razvan Zapodenu vous demande, avez-vous peur de quelque chose ? Oui, j'aime la vie, donc quand on aime la vie, on n'a pas envie de la quitter trop tôt.
Lors de mes voyages en montgolfière, j'ai dû être secouru 5 fois en mer par des hélicoptères. J'ai eu la chance de survivre. Évidemment, j'ai peur que mes enfants tombent malades. Pour un père, la santé est la chose la plus importante. Donc, aussi longtemps que ma famille et mes amis sont en bonne santé, j'ai peu de crainte. Une question de Sanamina. L'argent vous rend-il heureux? Quand j'ai débuté, je ne me considérais pas comme un entrepreneur, mais plutôt comme quelqu'un qui voulait faire la différence dans le monde. Donc j'ai lancé un magazine pour faire campagne contre la guerre au Vietnam, la guerre Biafra en Afrique. L'argent était un moyen de financer le magazine et de faire en sorte qu'il soit publié chaque semaine. Depuis, j'ai créé toutes sortes de choses avec l'espoir qu'à la fin de l'année, il y ait plus d'argent qui rentre qu'il n'en sorte afin de pouvoir payer les factures. L'argent est utile si vos enfants sont malades, pour leur offrir une éducation décente, pour les vacances. L'argent permet de répondre à des besoins élémentaires. Mais une fois que vous avez mangé, l'argent n'est pas si important. Si vous avez de l'argent, vous devez l'utiliser au mieux. Vous devez l'utiliser pour transformer le monde. Quelle est votre ambition principale pour 2014? En matière de philanthropie, sur quoi voulez-vous vraiment travailler pour faire la différence? J'aimerais qu'il y ait moins de conflits dans le monde. Il y a au sein de l'organisation The Elders des gens fantastiques, des gens comme Mary Robinson, Kofi Annan, l'archevêque Desmond Tutu. Nelson Mandela était membre également, le président Carter, etc. Demain, ils vont dans une région où il y a un conflit afin de tenter de trouver une solution. Nous avons des gens en Centrafrique qui tentent de résoudre les conflits là-bas. J'aimerais juste qu'il y ait moins de conflits dans le monde, car quand on a une guerre, il n'y a pas d'éducation, pas de santé. C'est toute la société qui s'effondre. S'il y a une chose pour laquelle on pourrait prier cette année, ce serait pour la fin du conflit syrien. Prier pour qu'il y ait la paix dans la région. J'ai commencé cette interview en disant « Vous êtes incroyablement chanceux. Vous avez tant de choses dans la vie. Vous avez une vie de rêve pour beaucoup d'entre nous. Mais ce succès vient avec le travail. Si vous regardez dans votre fort intérieur, selon vous, qu'est-ce qui vous rend différent des autres? Vous êtes, je suppose, un catalyseur pour le changement. Je ne pense pas être si différent des autres. J'ai la chance d'avoir été élevé dans une famille aimante, une famille qui recherche le meilleur pour vous. J'ai réussi à m'entourer de gens merveilleux qui sont également bons dans leur rapport avec les autres. Nous créons des choses en lesquelles tous ensemble nous croyons, des gens qui veulent travailler très dur pour réussir. On prend beaucoup de plaisir à le faire et on continuera jusqu'à la fin. Richard Branson, many thanks for joining us on the program. Thank you very much.